Robert Mollet, vous avez été chef d'établissement du lycée d'Okamo à Nouméa à partir de 1983. Alors d'abord, est-ce que vous pourriez me présenter un petit peu quel est ce lycée d'Okamo, qui l'accueille? Alors, le lycée d'Okamo été, a démarré dans les années 79-80. Il a été mis en place par la branche de l'enseignement de l'Église évangélique, qui est une des églises protestantes de Nouvelle-Calédonie, dans le but de favoriser de permettre aux jeunes Kanaks d'accéder plus facilement à l'enseignement secondaire. Le but était quand même essentiellement de leur permettre d'avoir plus de chances d'accéder au baccalauréat. C'est essentiellement pédagogique. Oui. Alors en 1979, vous m'avez dit donc la création du lycée d'Okamo. Jusqu'à présent, alors les Kanaks qui venaient donc de leur tribu allaient dans quel lycée à Nouméa? Alors ils fréquentaient le lycée public et le lycée catholique. Disons que les protestants se chargeaient plutôt de l'accueil et de l'internat, du suivi des élèves qui venaient soit des îles, soit de Grande-Terre pour fréquenter l'enseignement secondaire donc dans les lycées publics et catholiques. Et compte tenu du taux d'échec qui était particulièrement élevé, l'enseignement protestant a souhaité mettre en place sa propre structure. C'est ce qui a été fait à partir de 1979 et qui donc a maintenant une dizaine d'années d'existence. Alors il accueillait combien d'élèves, ce lycée? Il a commencé avec 2 classes en 1979, il y avait une quarantaine d'élèves et il y en a aujourd'hui 240. Alors quand vous êtes arrivé en 1983, donc l'établissement était encore à ses débuts, comment ça s'est passé? Je crois que c'était le début d'une période de tension. Hein. C'est aussi l'année où Éloi Machoro a été tué. Je crois que c'était aussi le moment où un certain sentiment de nationalisme s'est réveillé autour du front indépendantiste. Et je crois que les jeunes étaient très porteurs de toutes ces questions-là qui traversaient leur société. À la fois, c'était un moteur pour leurs études et à la fois un handicap. Ils étaient vraiment plongés dans cette ambiguïté qui est de contribuer par leur formation à un possible développement du pays et en même temps une réticence devant des outils, des valeurs, des concepts qui ne sont pas du tout des concepts océaniens. Et donc ils portaient en eux cette contradiction-là. Alors, c'était pas très facile avec l'équipe des enseignants et les collaborateurs d'arriver à harmoniser ces deux contradictions pour que les élèves soient dans de bonnes conditions pour travailler, préparer et si possible réussir le baccalauréat. Alors vous arriviez de la métropole, est-ce que vos enseignants étaient tous recrutés en métropole? Assez peu d'enseignants sont recrutés en métropole pour ce qui concerne le lycée. J'arrivais de métropole, mais j'ai quand même d'abord passé un temps préalable dans une des îles Loyauté, ce qui m'a permis d'être, je crois, une bonne approche du milieu mélanésien, et qui est à mon avis essentiel pour pouvoir travailler auprès d'élèves kanaks. Les enseignants étaient pour la plupart, quelques enseignants étaient, comme je l'ai été, recrutés dans le cadre d'un réseau d'églises qui est partenaire de l'église protestante en Nouvelle-Calédonie, avec les diplômes correspondants pour pouvoir enseigner. D'autres sont recrutés sur place. Ce sont quelques Kanaks. Quand j'ai commencé en 1983, il y avait un enseignant kanak sur une équipe d'une quinzaine d'enseignants. Et puis, pas mal d'autres
d'autres personnes recrutées localement, qu'elles soient métropolitaines ou qu'elles soient calédoniennes. Alors par exemple, par rapport à l'enseignement laïque, disons, vous avez un pourcentage de professeurs kanak plus important. Non, je crois que c'est à peu près le même pourcentage. Je dirais qu'il est plus important dans l'enseignement secondaire du premier cycle. En collège, dans les enseignements privés en Calédonie, je crois qu'il y a aujourd'hui plus de kanak qui enseignent. C'est-à-dire qui ont des diplômes de Bac+1, Bac+2, qui leur permettent de travailler avec un statut de maître auxiliaire. Dans l'enseignement secondaire de deuxième cycle, de lycée, ce n'est pas encore le cas. Alors, vous avez vécu, enfin, l'Église protestante d'abord a pris une position très marquée, très ferme, en fonction, enfin, pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Oui, elle a pris cette position en 1979 au cours d'un synode sur la côte Est, à Gwarou. Vous y étiez, là, vous avez assisté? Non, non. Alors, donc, comment ça se passait au lycée avec cette affirmation au sein même de Nouméa la Blanche, on peut dire? Oui, ça c'est, je crois, une question très délicate, parce que à la fois, nous n'avons jamais voulu cacher que nous voulions faire un acte éducatif. Un acte éducatif, c'est donner à un jeune les moyens de choisir, de pouvoir effectuer des choix. Alors ça veut dire que ça nous demandait à la fois une grande réserve sur le plan d'un engagement politique. Il n'était pas question pour nous de faire de la politique dans le lycée, même si certains élèves auraient eu tendance à vouloir y introduire les données politiques, mais c'était à prendre en compte effectivement tout ce qui fait qu'un peuple se réveille, a envie d'affirmer son identité, que ce soit politique, mais aussi que ce soit culturel. Et c'est évident que nos méthodes de travail voulaient prendre en compte ces dimensions-là. C'est vrai qu'on étudie du français, par exemple, mais pourquoi pas, à ce moment-là, rencontrer l'intérêt des élèves en travaillant des textes de Sédar Senghor, en considérant les histoires, les différentes histoires africaines, que ce soit de préparation à l'indépendance, d'émergence d'une nationalité, de préparation à l'indépendance et d'accession à une indépendance. Donc, je dirais que les éléments moteurs qui traversaient les jeunes, qui traversaient la population dans laquelle nous travaillons, étaient essentiels pour que nous les réutilisions dans un but pédagogique, pas du tout dans un but de formation politique, ou dans un but éducatif, disons, dans le cadre de notre enseignement. Alors, il y avait beaucoup de choses à prendre en compte. Il y avait le fait qu'au bout du compte, le bac ne changeait pas. C'était toujours le bac qu'on passe dans toutes les académies en France, que les jeunes étaient amenés à présenter. Donc, c'était resserrer les possibilités que nous avions de faire un travail d'ouverture ou d'inclure dans les programmes des données qui n'y sont pas nécessairement. Alors, c'était un peu le pari dans lequel on s'est engagé. Comment expliquer cela? C'était par exemple au niveau de la classe de seconde, prendre beaucoup de liberté avec les programmes et se permettre d'aborder en histoire-géographie l'histoire et la géographie de la Nouvelle-Calédonie. En anglais, de la même manière, j'essayais de travailler sur les rapports que la Calédonie pouvait établir avec tous les pays anglophones voisins.
Donc, si vous voulez, si les objectifs d'enseignement étaient les mêmes, les perspectives dans lesquelles nous faisions cet enseignement étaient différentes dans la mesure où nous essayions de les adapter au contexte local. Est-ce que c'était aussi une demande des élèves? Vous m'avez dit tout à l'heure qu'ils auraient bien aimé aller plus loin, même dans la politique au sein même du lycée. Est-ce que justement cette demande dans les programmes s'exprimait parmi les élèves? Non, je ne crois pas. Pour être honnête, je dirais que les élèves ont, du moins de ce que je sais, n'ont jamais eu de choix dans les élaborations de programmes, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs. Mais disons que si, dans un premier temps, et c'était particulièrement vrai pour des élèves qui arrivaient du cycle public, s'ils étaient étonnés par notre mode d'approche, je crois qu'assez rapidement, ils y trouvaient leur compte. Parce qu'ils pouvaient y être plus moteurs, plus acteurs dans les divers choix d'études ou de projets de travail qui leur étaient proposés. C'était pas évident, hein. Dire, à la fois il fallait assurer le programme académique et à la fois il fallait proposer des méthodes qui prennent en compte les éléments culturels. Bon, il faut savoir par exemple que dans la société mélanésienne, on n'est pas dans un système élitiste. Alors demander à un élève de faire plus d'efforts pour avoir une meilleure note que son voisin, c'est une aberration. Donc ça supposait de pouvoir adapter des méthodes de travail qui étaient plus collégiales, où les données de support, d'assistance mutuelle étaient inclus. C'était pas toujours facile à gérer, ni pour l'enseignant parce qu'il se retrouvait devant quelque chose auquel il n'avait pas été préparé. Et si l'élève y trouvait son compte sur le plan culturel, je dirais que tout l'apprentissage scolaire des années précédentes avait essayé d'étouffer ce genre de motivation. Alors voilà, c'était un peu un lieu où se rencontrer, où s'opposer à un certain nombre de contradictions. Ça faisait un lieu vraiment dynamique, quoi. Et alors, vous aviez des élèves caldoches, par exemple? Alors, je dirais que ça reste quand même un des soucis je crois même pour aujourd'hui. La plupart des élèves, à 95%, sont mélanésiens. Il y a quelques élèves océaniens qui sont là, des Wallisiens, des Futuniens, des Tahitiens, mais alors très peu d'élèves caldoches. Je crois que pendant les 5 ans que j'ai passés en Calédonie, il y a dû y avoir 3 élèves de caldoche. 3 élèves européens, enfin d'origine européenne, qui fréquentaient le lycée. C'est effectivement, je crois, un enjeu sur lequel il faudrait gagner quelque chose. Je crois que le lycée ne peut qu'y trouver son compte à s'ouvrir, à sortir d'un fonctionnement un peu de ghetto, qui s'explique par le fait qu'il fallait des lieux de formation pour les Kanaks dans lesquels ils se sentent chez eux. Hein. C'était le cas, donc c'était un lycée qui était aussi, par exemple au niveau de l'internat, c'est un lycée qui est dans lequel les règles culturelles Kanaks sont prises en compte. Hein. S'il faut sanctionner un élève sur un plan disciplinaire, par exemple, ça va aussi inclure, si c'est nécessaire, la manière culturelle de le faire. Mais je crois que c'était déjà le souci, je dirais qu'au niveau de notre projet éducatif, c'était un de nos soucis de faire en sorte que de plus en plus de personnes, quelle que soit leur ethnie en Calédonie, puissent faire acte de confiance dans cet établissement qui a essayé de progresser depuis sa création pour être plus compétent sur le plan de l'enseignement, maîtriser les adaptations de méthode et offrir un capital confiance aux gens qui nous confient leurs enfants. Alors, est-ce que vous avez eu de bons résultats, des résultats corrects, justement dans l'objectif pédagogique que vous étiez fixé au bac, par exemple?
si on veut faire abstraction des résultats, des moyennes de résultats métropolitains par exemple, ou des moyennes de résultats que l'on peut obtenir dans l'enseignement public en Nouvelle-Calédonie, je dirais qu'on est bien loin dans notre établissement des 65 à 70%, suivant les types de bac que l'on connaît dans l'enseignement public. Pour ce qui concerne l'enseignement privé, et avec la particularité qui est que donc la population est presque à 100% mélanésienne, nous arrivons à un pourcentage de réussite de l'ordre du tiers, de l'ordre de 33%, qui est un chiffre qui est loin de nous satisfaire, hein, mais qui est quand même un chiffre encourageant. Je crois qu'il faut resituer simplement les choses en se disant, on demande à des jeunes dont rien ne les prédispose à entrer dans nos schémas de pensée, de réussir un examen dans une langue qui n'est pas la leur, pratiquement dans les mêmes conditions qu'un petit métropolitain. C'est pas évident, ça. Alors, compte tenu des difficultés, des blocages, de toutes les interrogations que cela déclenche chez ces jeunes, moi je crois que ce sont des résultats encourageants et des résultats qu'on a vus progresser d'année en année. Alors pendant la période troublée, pendant laquelle vous étiez chef d'établissement là-bas, il y a eu les événements de 1984, les événements de fin 84-85. Comment ils ont été vécus là-bas par rapport à votre position pro-indépendantiste? Je ne sais pas, je dirais, je ne sais pas, juste un petit excursus pour dire, je ne sais pas si je suis pro-indépendantiste. Moi j'aurais tendance à dire, en tant que, et là je crois que j'essaie de me situer avec une déontologie d'enseignant, j'essaie de donner à des jeunes les moyens de pouvoir prendre une position qui est une position responsable. Ça veut dire que l'indépendance de la Calédonie, ça pourra peut-être vous surprendre, mais je dirais que ça n'est pas mon affaire. À savoir que je suis très méfiant par rapport à toute prise de parole qui soit aussi prise de pouvoir d'un Européen sur des Kanaks. Et je crois que... Alors, c'est pas très facile à vivre comme position, mais si vous voulez, par exemple, ça pourrait se traduire très concrètement par... je mesure tout à fait l'ambiguïté qui est qu'en étant européen, je suis responsable d'un lycée kanak, ce qui veut dire que l'essentiel de mon action dans ce lycée, c'était de faire en sorte que cet outil, le lycée, soit un outil de travail qui soit de plus en plus maîtrisé par les élèves, par les parents des élèves. Alors ça voulait dire aussi rencontrer le plus possible les parents des élèves, qu'ils se familiarisent avec ce lycée qu'ils ont voulu, qu'ils maîtrisent un peu les formations qui s'y sont données, même si c'est tout à fait relatif. Mais c'était de faire en sorte qu'un maximum de gens puissent se dire, ce lycée, on se l'approprie, c'est notre outil. Je crois que c'est ça, devenir indépendant. Alors dans ce sens-là, je dirais que je suis pleinement indépendantiste. Hein, mais disons que j'ai toujours essayé d'avoir une position de réserve par rapport à toute démarche, soit politique ou syndicale, sur ce plan-là. Même ça n'empêche pas que j'ai ma propre opinion et que certainement elle n'est pas pour rien dans mes engagements. Est-ce que vous avez subi des menaces? Est-ce que vous avez eu des adversaires à Nouméa pendant cette période? Oui, ça a été une période qui par moments n'a pas été très facile à vivre. En mai 85, il y a eu un attentat au lycée, un attentat qui visiblement voulait être meurtrier.
qu'il a eu lieu la même nuit d'ailleurs que l'attentat qui a eu lieu au palais de justice de Nouméa, et puis aussi qui s'est attaqué au bateau d'un chercheur pro-Kanak. Je dirais que les dégâts n'ont pas été trop importants, mais auraient pu être extrêmement dramatiques à 10 minutes près. Mais d'une part parce qu'ils n'ont pas été trop importants parce que nous étions prudents sur le plan d'une sécurité. Nous savions qu'un tel lieu au milieu de Nouméa était un lieu exposé. Hein. Et bon, je crois que ça a été très heureux qu'il n'y ait pas eu de morts ou de blessés. Mais je crois que ça nous a profondément choqués. Cela dit, bon, un tel acte aussi déclenche des mouvements de solidarité, des mouvements de sympathie, et la reconstruction a pu se faire très rapidement. Nous avons pu redémarrer les cours 2 jours après. Tous les parents, les sympathisants se sont mobilisés. Il a fallu effectivement, à partir de là, effectuer une surveillance autour du lycée pour travailler en sécurité. On a même obtenu, au bout de quelques années, ça a été plus long à venir, une indemnisation du gouvernement. Vous avez l'impression, vous sentiez une hostilité dans la population caldoche par rapport à votre action pédagogique même? Je ne dirais pas une hostilité. Bon, je crois qu'un certain nombre on n'a jamais su qui avait voulu perpétrer un attentat au lycée. Hein. Mais non, je ne dirais pas d'hostilité, je dirais même une certaine non-connaissance. Et par là même non-intérêt par ce type d'expérience. Je regrette, mais... Quels étaient vos rapports, vous, avec les caldoches, par exemple, en tant que métropolitain là-bas? Je dirais, pour être honnête, avoir eu très peu de contacts avec des métropolitains et avec des Calédoniens là-bas. Pour la bonne raison que, vu d'une part le travail que nous effectuions dans la population kanak, tout naturellement, nous vivions dans la population kanak également. Et nos réseaux d'amis, tout notre capital de sympathie s'est investi dans ce milieu-là. Bon, ça n'empêche pas qu'on a pu avoir de bons amis, quelques bons amis métropolitains au Kanak. Mais je crois qu'une des difficultés de la Calédonie, dans une situation de tension comme celle que nous avons connue à ce moment-là, c'était que si on était dans un registre, on ne pouvait pas être dans un autre. On était dans un monde qui était coupé, qui était morcelé, et si on s'investit dans un de ces mondes-là, les autres mondes se ferment. Est-ce que vous avez senti un changement à l'arrivée du gouvernement de Chirac et notamment de Ponce, par exemple, sur le territoire? Est-ce que ça a changé quelque chose à vos rapports avec les instances gouvernementales, disons? Ou vous n'en aviez pas du tout? Enfin, on avait en tout cas des rapports, on a eu des rapports de plus en plus importants avec l'administration, avec le vice-rectorat dont nous dépendions. Je crois que les rapports avec les administrations n'ont pas tellement changé. Ce qui a changé, par contre, c'est les dotations. Là, les projets que nous présentions et qui ont eu plus de mal à passer. C'est évident. Mais je crois que ça a plutôt été sensible sur le plan d'une tonalité générale. Je crois que la période... je dirais une période qui a énormément marqué parce qu'elle a été porteuse d'espérance dans la mesure où beaucoup de choses ont été parlées. C'est la période Pisani. Bon, on pourra dire que Edgar Pisani a commis un certain nombre de maladresses pour vouloir aller trop vite. Il n'empêche que
je crois que des paroles d'espérance, de mise en route vers l'avenir ont été fortement dites à ce moment-là, ont commencé à être mises en œuvre à travers, par exemple, les régions Pisani-Fabius. Mais, alors, c'est évident que dans ce contexte-là, et sur cette lancée-là, l'arrivée du gouvernement de droite, et en particulier Bernard Pons au Dom-Tom, a été vraiment vécu comme une régression, quoi. Tout ce qui pouvait commencer à se mettre en place au niveau d'une participation des Kanaks à l'administration, d'une sensibilisation aux données qui font l'ensemble d'une vie sociale ou d'une vie économique d'un pays auquel ils commençaient à toucher, tous ces éléments-là leur ont été supprimés. Et alors c'est vrai qu'à partir de là, pour les jeunes, quel projet, hein? Si nos parents, si nos oncles, enfin les personnes, nos grands frères, comme on dit, hein, si nos grands frères ne peuvent plus, sont privés de ces outils-là, tout d'un coup, à quoi ça sert que nous nous formions? Pourquoi, hein, si on n'a plus ces perspectives-là qui s'ouvrent devant nous? Alors ça a vraiment été vécu, je crois, comme une régression par beaucoup de gens, et bon, il fallait quand même pouvoir redynamiser les jeunes. C'est des moments où, du fait de la régression, on a eu dans le lycée une période où disons, l'activisme politique s'est un peu réveillé. Il ne pouvait plus s'investir dans le travail de recherche. Alors donc, il se réinvestissait soit en opposition avec les responsables de l'établissement, soit pour des actions qui, à mon avis, n'avaient plus rien à voir avec un établissement scolaire, et donc que nous refusions. Il y a eu des prises de position non violentes, les événements, enfin ce qui s'est passé par exemple sur la place des Cocotiers pendant le gouvernement Pons. Est-ce que vos élèves en parlaient? Est-ce qu'ils y participaient? Comment ça s'est passé, cette action non violente? Alors je dirais que les élèves il est arrivé, je crois que les élèves réagissaient, et nous réagissions tous, hein, à tous les événements. Bon. Ce qui était important, je crois qu'au-delà de la réaction qui était légitime, c'était là aussi d'avoir un rôle éducatif, à savoir, il s'est passé telle chose, qu'est-ce que nous pouvons faire face à cela? Comment marquer le fait qu'on y est sensible? Comment dire notre solidarité? Comment l'exprimer? Comment la vivre? Parce que tout événement qui se passait en Calédonie avait des répercussions directes sur le lycée. Il faut savoir que quand le frère de Jean-Marie Tjibaou a été assassiné en 1984, 2 de ses enfants étaient au lycée. Donc cela nous touchait de près. Au moment de la grotte d'Ouvéa, il y avait 3 élèves du lycée qui avaient directement de la famille qui était soit dans la grotte, soit parmi les porteurs de thé. Donc ce n'est pas des événements extérieurs, c'est des événements avec lesquels nous avions à vivre parce qu'ils nous touchaient vraiment de près. Et que dans un établissement qui est relativement... dans lequel les relations sont très fortes entre tous les gens qui collaborent, ça forme vraiment un corps, et donc tout le monde se sent atteint par un événement fort comme ça. Et à partir de là, la réaction est évidente. Mais alors, notre travail, c'était d'essayer de canaliser un peu, de faire en sorte que cette réaction soit une réaction de construction et non pas de destruction. C'est vrai que nous avons essayé de beaucoup sensibiliser les élèves autour de la non-violence et de sa signification sur le plan d'un engagement positif, non pas d'une passivité, d'une réaction de soumission, mais en tant qu'élément actif de réaction à quelque chose, élément qui se veut constructif.
Alors au niveau plus largement de l'enseignement protestant en Nouvelle-Calédonie, il y a toute une tradition de cet enseignement qui a précédé même l'enseignement catholique, et avec l'action notamment de Maurice Lénart. Est-ce que vous pouvez un peu le résumer, un peu cette position, pourquoi, quels sont les objectifs? Je crois qu'il y a un certain nombre de caractéristiques. Je ne sais pas si je me rappellerai toutes les caractéristiques, mais à mon avis, des caractéristiques qui sont essentielles et qui font que l'enseignement protestant a été beaucoup plus approprié par le peuple kanak. Hormis l'histoire, hein, je dirais que, enfin, je ne veux pas gommer l'histoire, mais je crois que quelque chose qui me semble essentiel dans l'action non seulement de Maurice Lénart, mais aussi de tous les collaborateurs et les successeurs, ça a été de faire en sorte qu'il fallait dès le début former des Kanaks pour que les Kanaks puissent assumer cet enseignement. Ça, c'était la position initiale et qui était, je crois, déjà, qui portait en elle-même les germes d'une autonomie ou d'une indépendance. C'était prendre en compte les éléments de culture et de langue, par exemple. À aucun moment, les premiers enseignements se sont effectués en français, mais toujours dans la langue qu'utilisaient les jeunes ou les adultes à l'époque qui voulaient aller à l'école. Et alors donc les premiers maîtres, les premiers moniteurs, comme on les appelait, ont été formés pour non seulement utiliser le français dans un second temps, mais utiliser les langues locales dans un premier temps. Alors ça, c'est sûr que c'est un objectif qui est bien différent de l'objectif de l'école française. Une deuxième chose en matière d'appropriation de l'enseignement, c'est par exemple le fait que quand une école de l'enseignement protestant ouvre, c'est parce que les parents d'élèves le souhaitent. Les parents d'une tribu se réunissent, ou de 2 ou 3 tribus s'adressent à l'enseignement protestant en leur disant « Nous souhaiterions que vous ouvriez une école dans notre tribu ». Et cela suppose que ces parents-là consultent les propriétaires terriens des tribus pour que les propriétaires terriens mettent à la disposition de l'enseignement un terrain. Ce terrain continue à appartenir aux gens. Ce n'est pas le terrain de l'administration, ce n'est pas le terrain de l'État. C'est sur leur terrain qu'une école, pour eux et avec eux, est construite. Alors c'est évident que c'est un peu plus leur école. Je crois que ça, si vous voulez, c'est peut-être des éléments un peu symboliques, mais qui, dans le contexte et dans la culture kanak, sont essentiels. Alors, dans un troisième temps, c'est vrai que pour l'instant, beaucoup de Kanaks, j'ai souvent eu affaire avec des parents qui disaient « Bon, tout ça, on est d'accord, et puis à partir de là, maintenant, c'est vous qui savez, c'est vous qui allez aider notre enfant, nous, on ne peut pas. » Et moi, une grande partie de mon travail, c'était de dire « Non, la coupure entre votre enfant et vous, elle ne doit pas se faire. C'est vrai qu'il va apprendre un certain nombre de notions que vous n'avez pas eu la chance d'apprendre, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut que la coupure entre votre enfant et vous s'agrandisse. Hein? Continuez à vous occuper de lui, continuez à être proche de lui, à le suivre, même si, bien sûr, vous n'arriverez pas toujours à comprendre tout ce qu'il va vous dire. Mais un fossé ne doit pas se créer là. On fait reproche un peu à l'école protestante, puisque l'environnement de la Nouvelle-Calédonie est un environnement anglo-saxon et à majorité protestante quand même. On fait reproche par exemple de jouer le jeu, hein, les opposants, hein, les adversaires, de jouer le jeu des pays anglo-saxons, de l'environnement protestant autour. Vous l'avez ressenti de temps en temps, ces reproches, on vous en a parlé? Moi je dirais que le jeu des pays anglo-saxons est une crainte sur laquelle les métropolitains s'appuient pour
légitimer leur présence. Moi, je ne crois pas particulièrement à une influence hégémonique du monde anglo-saxon environnant. Je ne le base pas sur une analyse politique quelconque, je le base sur 5 ans de relations avec un certain nombre d'établissements ou de groupes d'églises en Nouvelle-Zélande, en Australie, à Fidji, au Vanuatu, avec lesquels nous avons essayé de collaborer. Mais c'est évident que pour des raisons de proximité, c'est d'abord avec eux qu'il faut collaborer, même au-delà de la barrière linguistique. Bon, étant directement prof d'anglais, c'est évident que il était pour moi beaucoup plus facile d'organiser des séjours de jeunes dans les pays, en Nouvelle-Zélande ou à Fidji, qu'en métropole. Donc, dans un premier temps, j'avais une raison très pratique de faire ça. Une autre raison était de prendre en compte le fait que nous avons affaire aussi à des cultures qui sont voisines. Et au-delà des démarches politiques, par exemple, qu'ont pu réaliser, pas toujours très heureusement d'ailleurs, Vanuatu ou Fidji, je crois qu'il y a un bain culturel commun dans lequel les Kanaks peuvent aussi prendre quelques exemples, mesurer les erreurs, mesurer les risques de ce que peut vouloir dire un fonctionnement autonome ou indépendant. Donc, j'avoue avoir été tout à fait favorable à une collaboration avec ces pays-là. Et je dirais que pour ce qui concerne les risques hégémoniques, je crois que les Kanaks sont bien trop au clair avec... Ils ont bien trop fait l'apprentissage avec la France des risques effectivement de colonialisme pour retomber dans une autre dépendance de ce type avec d'autres pays. Je leur fais tout à fait confiance à ce niveau-là. Alors, est-ce que vous pensez que des rivalités religieuses entre chrétiens, entre catholiques et protestants, qui ont parfois été même provoquées par des gouverneurs, persistent aujourd'hui? Non, je ne parlerai pas de rivalité. Je crois qu'il y a disons, peut-être pas sur le plan d'une religion, mais je dirais qu'il y a une compréhension du christianisme ou d'une philosophie du christianisme, si on peut employer ces termes, qui n'est pas comprise, qui n'est pas interprétée de la même manière, qui fait que c'est vrai qu'aujourd'hui, entre la hiérarchie catholique, par exemple, et la hiérarchie protestante, il y a très peu de contact et de collaboration. Par contre, je crois qu'au niveau de la base, de plus en plus d'éléments de prospective ou même de travail en commun très, très précis pour des questions ponctuelles se vivent et peuvent se mettre en place. Je crois qu'on n'est pas dans un fonctionnement où l'œcuménisme est important. Ça, c'est clair. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître dans d'autres pays, même voisins du Pacifique. On est loin de relations qui sont sereines, qui sont ouvertes entre les différentes confessions en Calédonie. Mais bon, je crois que non, après tout, je ne saurais pas trop quoi dire sur ce plan-là. Il n'y a pas il y a pratiquement pas, disons, il ne persiste pas de rivalité, même locale. Il y a une entente sur le plan local. Je crois que les rivalités se sont déplacées. L'enjeu n'est pas de s'opposer à la tribu voisine parce qu'elle est catholique alors que celle-ci est protestante. Je crois que les enjeux s'étant diversifiés, maintenant on arrivera beaucoup plus facilement à une collaboration entre des diverses communautés chrétiennes pour atteindre un objectif, quoi.
Alors, est-ce qu'une dernière question peut-être là sur le drame qui s'est passé à UVA, un an après la grotte, bien sûr, bon, qui a quand même eu des répercussions peut-être sur les gens qui étaient très, très proches des Kanaks. Comment vous avez pu le vivre, vous? Est-ce que vous étiez à ce moment-là encore à Nouméa? Non, encore j'étais à Nouméa au moment de la grotte. Oui, mais un an après, nous venions de rentrer là quand Jean-Marie Tjibaou et Yewene ont été assassinés à Ouadrilla. Bon, je crois qu'on le vit d'autant plus douloureusement que ce soit à Ouadrilla, à Gossana ou même à Ouvéa, il y a beaucoup de gens que nous connaissons. Et bon, c'est vrai qu'on reste un peu démunis par rapport à toute cette souffrance qui se rajoute à Ouvéa, qui est une terre qui a, je crois, particulièrement souffert. Déjà avec la grotte, mais je crois aussi dans une certaine, bon, il faut bien le dire, dans une certaine mise à l'écart avant la grotte par rapport au développement de la Calédonie. Moi, j'ai vraiment vécu tous ces événements-là comme des circonstances qui viennent aggraver une situation déjà très fragile dans une île qui est, je crois, particulièrement blessée. Et c'est vrai que, bon, je ne sais pas aujourd'hui comment en Calédonie les Kanaks peuvent se dire il y a quelque chose là qui s'est passé à Ouvéa et qui est douloureux pour nous et qui est aussi peut-être encore plus douloureux pour les gens d'Ouvéa, parce que les gens d'Ouvéa ont réagi dans leur ensemble vis-à-vis de tout ça. Et comment aujourd'hui réparer, comment aujourd'hui surmonter les divisions, comment parler de réconciliation aujourd'hui à Ouvéa et entre Ouvéa et le reste de la Calédonie. Je crois que c'est quelque chose à la fois de très important et d'extrêmement compliqué. Alors, est-ce que vous continuez depuis votre retour en France à vous occuper de très près de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie? J'essaye, à la mesure de mon temps. Disons que je collabore très précisément à la commission dans l'organisme qui m'a envoyé, continue à envoyer un certain nombre de personnes travailler à la demande de l'Église évangélique dans son enseignement. Alors ça, très précisément. J'essaie de participer aussi à l'accueil des jeunes Kanaks, dont un certain nombre sont de mes anciens élèves d'ailleurs, à leur accueil en métropole pour des études ou pour leur temps de service militaire. J'essaie aussi de continuer à avoir des relations avec des amis qui sont là-bas, par tous les moyens possibles, bien sûr. J'essaie surtout de suivre de près tout ce qui se passe là-bas, pour voir un peu comment les choses évoluent. Et vous êtes plutôt optimiste actuellement ou pessimiste? Quelle analyse vous faites après? Aujourd'hui, en 1990. Je suis très partagé. Je crois que je ne dirais pas que j'ai une confiance folle dans les accords de Matignon, mais je dirais que tout ce qui peut être mis en place, être imaginé, être construit, n'a de sens que dans la mesure où les Kanaks seront acteurs dans l'élaboration
voudront s'y investir, s'y engager, dans la mesure où tous ces projets auront du sens par rapport à une nécessaire interpellation de la culture et de la coutume. Peut-être plus que jamais, moi je dirais que tout ce qui se fait, tout ce qui se met en place au niveau de la Calédonie leur appartient, il faut qu'ils s'y investissent. C'est, je crois, la condition essentielle du succès de cette période un peu de transition de 10 ans.